Saison 2, épisode 9, je suis en compagnie de Yannick Lévesque, que vous reconnaissez à l'écran parce que c'est le même décor que quand il fait On Jase à Eh oui, RDS. Donc, on est choyé de t'avoir dans ton décor principal. Comment ça va, Yannick? ça va très, très bien. Toi, Simon, en forme? Super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis un gars qui fait de l'humour, mais un passionné de sport. Fait que toujours quand je reçois des gars d'RDS, de TVA, tout ça, je suis content parce que on peut jaser puis être passionné dans le podcast comme ça. Ah oui. Euh, je, je- je te relance vite, vite comme ça. T'es animateur, producteur à RDS. T'es aussi président de la Ligue de hockey junior Midget 3 du Québec. Euh, T'as-tu le temps de faire autre chose que ça, du hockey? Ah, écoute, c'est des passions. J'en fais. Tu sais, honnêtement, j'ai baigné là-dedans toute ma vie, hein, dans le sport. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, malheureusement, ça fait déjà quelques années de ça. Mon, mon rêve était Moi, c'est drôle, hein? J'ai tout le temps, toujours voulu faire la même chose. Tu sais, souvent, quand on est jeune, on rêve d'être policier, pompier, peu importe. Moi, ça a toujours été clair que je voulais être animateur à la télé ou à la radio, dans le sport. C'est ma passion depuis que je suis tout petit. Je suis chanceux parce qu'aujourd'hui, je vis mon rêve à chaque jour, au quotidien. Même si c'est pas toujours facile, même si c'est pas toujours rose. Tu sais, à chaque fois que j'ai un moment un peu plus tough ou de découragement, tu sais, je pense à ça. Je me dis, tu sais, il y a du monde qui travaille toute leur vie dans un métier qu'ils n'aiment pas nécessairement parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Moi, je suis chanceux, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Fait que, tu sais, ça place les choses en perspective. Tu sais, d'aussi loin que je me souvienne, là, j'avais un micro dans les mains puis je faisais des entrevues. Fait que pour moi, c'est naturel, c'est normal. Dans le hockey, tu sais, un peu comme tout le monde, quand on est jeune, on pratique le hockey, on joue au hockey. Puis j'ai compris assez vite que je n'avais pas le talent pour en faire une carrière. Puis à un moment donné, ben, quand tu arrives Bantam, Midget, tu comprends que c'est là que ça s'arrête. Là. Puis j'ai décidé de m'impliquer comparativement à d'autres qui souvent vont arrêter, vont faire carrément d'autres choses. Moi, j'ai décidé de m'impliquer à ce moment-là. Puis à l'époque, dans le Midget 3, les riverains qui sont aujourd'hui au Collège Charlemagne, à l'époque, étaient dans mon coin à Sorel-Tracy. Fait que j'ai commencé à travailler un peu avec eux. Fait que c'est pas d'aujourd'hui. Là. En 1990, j'étais avec les riverains du Richelieu. Fait que ça, j'ai toujours gardé des liens, puis après ça, il est arrivé plein d'autres expériences de coaching. J'ai travaillé beaucoup dans la Ligue nord-américaine, un semi-pro, ce qu'on appelait à l'époque, là, comme directeur gérant, comme entraîneur-chef. Fait que j'ai toujours un lien avec le hockey. Puis quand RDS est arrivé, à un moment donné, j'ai laissé un peu de côté le hockey parce que je voulais me concentrer véritablement sur ma carrière. Puis là, ben, avec le temps, l'expérience, ben, ça m'a permis de revenir. Puis là, ben, le Midget 3, le M18-3 est arrivé dans le décor il y a 5 ans. Ils m'ont approché, puis j'ai embarqué là-dedans. Mes enfants sont plus vieux aussi, ça aide un peu. Donc, j'ai embarqué là-dedans et rejoint. Mais là, tu as parlé d'RDS, mais là, moi, j'ai fait des petites recherches. Tu as commencé à la radio, justement, Oui. à Sorel, à CJSO. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là à la radio? Écoute, j'ai tout fait, moi, CGSO. CGSO, c'est une radio locale ici qui est quand même, c'est une vieille radio hein, qui existe Mhm. 60 ans d'existence. Donc, ça a vraiment été une station qui a servi de tremplin à plein de personnalités, plein de gens qu'on voit dans les médias aujourd'hui ou retraités qui ont commencé à CGSO comme moi. Puis, j'étais chanceux parce que la station de radio était genre à 2 kilomètres de la maison. Fait que j'ai vraiment commencé au sport. Journaliste sportif, mes premières années. Puis là, ça m'a amené après ça à devenir animateur en fin d'après-midi, retour à la maison. J'ai fait le Morning Man pendant quelques années. J'ai animé des shows de sport en fin d'après-midi. J'ai été là quand même longtemps à la radio. Là, ça a vraiment, pour moi, ça a forgé mon métier. Je pense encore aujourd'hui, ce qui m'a aidé le plus de faire de la radio, c'est le direct. Parce qu'à la radio, tu peux pas tricher. Là, on fait de la télé. Là, souvent, je fais des blagues avec André quand on tourne hors jeu. Des fois, on se trouve pas bon, on recommence. Mais pas faire ça. On jase non plus. Le midi, je ne peux pas faire ça, je suis en direct. Mais il y en a beaucoup dans ce métier-là que le direct les stresse énormément. Moi, c'est le contraire, ça ne m'a jamais stressé. Parce que mes années de radio m'ont permis de faire ça. Et par la suite est arrivée la description des matchs de hockey dans mon coin à ce moment-là. C'était du semi-pro. Ça existe encore, là, les éperviers de Sorel. Donc, j'ai fait beaucoup de matchs à la radio. Puis, en parallèle à ça, il y a eu mon implication avec le hockey qui est toujours demeurée. Donc, je menais une vie qui me comblait à 100%, c'est-à-dire la radio, le hockey. Là, la petite famille est arrivée. Puis à un moment donné, RDS est arrivé dans le décor d'une drôle de façon. Je pourrais te raconter si tu veux à un moment donné. Là, Ah oui, ben oui.
Ça, c'est arrivé vraiment d'une drôle façon RDS. Puis aujourd'hui, ben, écoute, ça passe vite depuis 2008 là, que je suis à RDS à temps plein. Tu l'as dit, tu es natif de Sorel-Tracy. D'ailleurs, tu es encore impliqué dans la communauté là-bas. Tu organises avec la Ligue de Midget 3A du Québec toujours un match là, à chaque année. Je ne sais pas si ça a encore lieu, mais justement au profit du hockey mineur là-bas. Oui, tout à fait. Je suis très impliqué dans ma région. J'y habite encore. D'ailleurs, mon studio d'Ongeaz, il est ici, à la maison. Puis pour moi, c'est important parce que j'ai toujours été impliqué dans ma communauté, dans le sport, mais dans d'autres sphères également. J'ai le bonheur de siéger sur le conseil d'administration du groupe GIB. En fait, le groupe GIB, c'est ce qu'on appelait auparavant le Festival de la Giblotte. Tu as sûrement déjà entendu parler de Ah ça. ouais, ouais. Un quand même des festivals importants au Québec maintenant qui s'appelle le Jib Fest. Puis moi, j'y siège comme secrétaire trésorier sur le CA depuis. J'étais là longtemps, je te dirais là, une quinzaine d'années. Après ça, j'ai quitté quand RDS est arrivé, puis je suis revenu en 2019 avec la nouvelle mouture du groupe. Donc, je travaille là-dedans, je m'implique. On organise des événements, le festival d'été, le festival de Giblotte, mais les régates internationales également de Sorel-Tracy. L'été passé, c'était la première édition. Comme Valleyfield, même chose, c'est les mêmes catégories. Cette année, c'est au mois de juin. Donc, tu sais, j'aime ça m'impliquer. Je le fais aussi localement avec différents organismes. Beaucoup de parrainage, tournois de golf, des soupers, des choses quand j'ai la chance de redonner à ma communauté. Puis d'organiser des événements aussi dans mon coin, je le fais toujours à chaque année. Tu sais, je m'occupe aussi beaucoup du tournoi de golf de Marc-André Fleury, ce qu'on appelle la classique de golf, Beauchemin, Fleury, Beauvilliers, maintenant Aubé-Cubel, parce qu'on a 4 gars de Sorel qui sont dans les commence à être long sur le t-shirt, puis ça casse. Mais là, François va disparaître tranquillement. Il va rester comme parrain d'honneur. Mais on a la chance d'avoir actuellement 3 joueurs sorellois dans la Ligue nationale de hockey. Ce sont évidemment des amis. Puis j'ai le plaisir de parrainer puis d'organiser avec eux le tournoi de golf annuel au mois de juin. Et tous les profits de leur événement est remis à la fondation du Cégep de Sorel-Tracy, donc qui sert en bourse d'études aux étudiants dans le besoin, puis aux étudiants également lors du gala Méritance qui ont des bonnes notes. Donc, plein de petites implications comme ça. Ben, tu me permettras un aparté. Tu as parlé d'Anthony Beauvillier qui a été échangé pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier là, contre Beau Horvat à Vancouver. Quand tu vois un gars de Sorel comme ça là, qui arrive du mouvement, là, ça vient-tu te chercher personnellement? Oui, c'est sûr. Quand la nouvelle a sorti hier en fin d'après-midi, immédiatement, je l'ai texté. Puis je savais qu'il était en vacances parce que les Islanders étaient en pause cette semaine. Donc, je savais qu'il était en vacances dans le sud, mais il m'a répondu tout de suite. J'ai dit pas trop sur le choc. Et il m'a dit le choc va passer, puis tout ça. Puis j'ai dit, gars, on fait une petite entrevue demain. Donc, on l'a eu, nous, ce midi, à 11h. On a commencé l'émission avec lui. C'est sûr, ça me fait quoi? Mais en même temps, il ne connaissait pas actuellement sa meilleure saison en carrière. Donc, tu sais, c'était difficile cette année. Des fois, un changement d'air, ça fait du bien. Il est excité par l'idée de se retrouver là-bas. Tu sais, j'ai toujours été un ardent défenseur de mes gars de mon coin, parce que je les connais. Puis dans le cas d'Anthony, c'est fou, là, il est élevé à la 4e maison à côté de chez mes parents. Là. Moi, j'ai dit Anthony, là, Tito jouait dans la rue au hockey là, toute sa vie, là, puis j'ai suivi son parcours, donc je connais la famille, je connais son père, sa mère, son frère Francis, c'est vraiment des gens très proches. Dans le cas de François Beauchemin, c'est un ami personnel. On est près dans le même âge. J'ai toujours été près de lui aussi. Marc-André Fleury, puis Nicolas Aubé-Cubel, que j'ai découvert il est plus jeune que moi, là, dans les dernières années. On a tissé des liens d'amitié l'été passé, entre autres. Je me suis occupé de sa journée. C'est drôle parce que, tu sais, en 2007, quand François Beauchemin a remporté la Coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim, écoute, moi, j'étais avec François. Puis, tu sais, je te parlais d'RDS. Si tu veux, on a du temps un peu, je vais te le raconter. On retourne en 2007. Moi, à l'époque, j'étais à la radio à CJSO, à Sorel. Je couvre le sport. Je fais des petits contrats à la pige pour RDS, pour des producteurs indépendants. Mais j'ai un de mes enfants qui a des difficultés au niveau de la santé et tout ça. Donc, je ne voulais pas comme quitter immédiatement pour la jungle là, à Montréal et tout ça. Puis là, je dis ça dans le bon sens, mais on sait comment c'est la faune médiatique. C'est pas toujours simple. Fait que j'étais un petit peu sur les freins. Et en 2007, quand François remporte la Coupe Stanley, moi, j'étais avec Anaheim. Et puis là, je suis la finale. En fait, je vais compter 2 histoires en une parce que ça part de la même place. Je vais te compter mon arrivée à RDS, puis je vais te raconter un peu ce que je veux de jaser à propos des Coupes Stanley avec les gars Sorel-Tracy. Donc, on est à l'été 2007, finale de la Coupe Stanley, sénateur d'Ottawa, Ducks d'Anaheim.
Moi, François, c'est un ami personnel, donc j'ai l'intention de le suivre. La radio me mandate à couvrir la finale. Mais tu sais, c'est une finale de la Coupe Stanley, les accréditations, tout ça, c'est compliqué un peu. Mais je viens à bout de trouver une solution. Puis je me fais accréditer. Fait que là, je pars pour Anaheim pour les matchs 1 et 2. Je m'en vais en Californie. J'ai un commanditaire ici dans la région de Néromat, Michel Baudouin, qui est un ami d'ailleurs depuis ce temps-là, qui commandite tout ça. J'arrive à Anaheim et la journée du match, j'étais à la séance d'entraînement le matin, je suis dans le vestiaire avec François, Chris Pronger, tout ça, puis les médias, puis les gars d'RDS sont là. Puis je connaissais un peu les Gélina, je connaissais Michel Lebel, ça, c'est deux gars qui travaillent sur la production là, des matchs du Canadien à RDS, et qui, à l'époque, on faisait la finale de la Coupe Stanley. Et là, je reçois un appel, milieu d'après-midi, on me dit, c'est le producteur du hockey RDS, il me dit, Yannick, il dit, j'ai un problème, il dit, j'ai un de mes gars qui est malade. La façon dont ça fonctionne dans la cabine de diffusion, peu importe le réseau, tu as le commentateur, mettons Pierre Roud, tu as Marc Denis, tu as toujours un gars avec lui qui est, on appelle ça le troisième homme, qui lui est un peu les yeux pour aider en support à Pierre et à Marc pour des informations, des statistiques. Puis il faut que tu sois quand même habitué de suivre le jeu un peu et tout ça. Et là, la personne qui devait faire ça lors de cette finale-là à Anaheim, puis les matchs 1 et 2, tombe malade. Et là, il y a quelqu'un qui, dans la gang de RDS, qui dit « Hey, je pense que j'ai quelqu'un qui pourrait nous aider parce qu'il m'avait vu le matin à la séance d'entraînement. » Donc, on m'appelle, je pense que c'est Michel Lebel ou Luc Gélina qui a parlé de moi. On m'appelle, es-tu intéressé à travailler ce soir? À l'époque, c'était Yvon Penneau qui était avec Pierre. Avec Pierre Yvon, au final de la Coupe Stanley, il me donnait un coup de main et tout ça. Finalement, moi, je dis oui, tu sais, sans trop y penser. Puis là, le stress a comme embarqué à un moment donné dans l'après-midi. Là, je vais te dire, je suis arrivé à l'aréna, j'étais un peu nerveux. Puis là, en plus, ce qui rendait plus compliqué l'affaire, c'est qu'habituellement, tu es à côté mettons, de Pierre et Marc. Mais les booths sont tellement, les cabines de diffusion au Honda Center sont tellement petits que là, moi, j'étais ailleurs sur la galerie de presse avec les troisième gars des autres réseaux, tu sais, des RB. On était tous à côté, donc j'avais moins de contacts. Mais bref, je le fais, ça va super bien. Je fais les 2 matchs finalement. Là, la série retourne à Ottawa, s'en va à Ottawa pour 2 matchs. Là, évidemment, le staff à Montréal est là, donc je ne travaille pas sur les matchs à Ottawa, mais je suis là quand même. Et là, je retourne au match 5 à Anaheim. Et là, on me dit, vu que tu es là-bas, ça te tente-tu de le faire? Je dis oui. Mais là, à ce moment-là, la série est 3-1 pour les Ducks. Et là, je dis, oui, je suis prêt à le faire, mais si mon chum gagne la coupe, c'est sûr que je ne fais pas jusqu'à la fin, ben, je veux descendre en bas. Tu descends, ouais. Et là, puis là, je vais raccourcir un peu mon histoire parce qu'on en a pour 2 heures. Mais finalement, les Ducks gagnent. François marque le but gagnant. Moi, je suis fou comme un balai en haut. Je descends en bas, je me ramasse sur la glace et tout ça. Et c'est comme ça qu'RDS est arrivé dans ma vie. Parce que suite à ça, durant l'été, on m'a offert cet emploi-là pour tous les matchs à Montréal. Ah oui, OK. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant 2 saisons. Puis c'est comme ça que c'est arrivé par la suite, l'antichambre. Et là, toute ma carrière en 2008 a pris la tournure du côté de RDS. Et là, je reviens à ma deuxième histoire, qui était ma première en fait. Quand François gagne la Coupe Stanley, là, évidemment, on revient à Sorel. Moi, je passe la semaine là-bas, on est sur le party, on a du fun et tout ça. Et puis, il m'a fait vivre des choses incroyables. Il m'a amené partout, d'investir dans les parties privées de l'équipe. Là. Regarde, quand tu dis, dans la vie, j'ai passé une semaine sur la go, chemin, Pronger, Nedermeyer, Solani, tu sais, c'est check. Là. Ça arrive une fois dans la vie. Hein? Là, puis probablement que ça ne m'arrivera plus jamais. Ouais, c'est ça. Là, on revient à Sorel, puis là, ben, François, on va sa journée avec la Coupe Stanley, puis c'est une grosse affaire, puis là, organiser tout ça. Puis moi, j'y offre mon aide, tu sais. Puis il dit, ben oui, finalement, je suis devenu un peu comme l'organisateur de la journée. On a fait ça assez gros, il est arrivé en hélicoptère avec la coupe, sa conjointe Marie-Claude. En tout cas, le gros party, 15 000 personnes au parc à Gaz-le-Fleuve sur le bord de l'eau. Bref, un gros succès. 2 ans plus tard, Marc-André Fleury gagne la Coupe Stanley. Évidemment, il m'appelle. Elle recommence le même stratagème. Fait que là, lui, il en a gagné 3. Fait que là, je les ai fait les 3. J'ai fait François. Puis là, je vieillis, moi, depuis ce temps-là. Là, tu sais, je suis à l'aube de la cinquantaine. Là, avec là, l'été passé, puis là, les joueurs sont plus jeunes. Et là, Nicolas Aubé-Cubel gagne la coupe l'été passé avec l'Avalanche. Et là, lui, il se fait dire, tu vas avoir la coupe au lendemain du repêchage à Montréal. Vu que la coupe est déjà au Québec, on va commencer avec toi. Donc, il l'a su comme 4 jours à l'avance. Ah ouais. Il m'a appelé. Il m'a dit, puis on ne se connaissait pas. Tu sais, on s'était parlé 2-3 fois, on s'était croisés, that's it.
Puis, tu sais, lui, il est jeune, il arrive dans la ligue aussi, puis tout ça. Puis il me dit, j'ai vraiment besoin de ton aide. Tout le monde me dit de t'appeler. Puis en tout cas, finalement, on surveillait de bord. J'ai pris le contrat d'être l'organisateur des Coupes Stanley depuis 2008, là, 2007 en fait. Mais c'est ça, bref. Mais ça me fait plaisir de le faire pour les gars. Puis encore, cet été avec Nicolas, ça a été un moyen party. Là, ça a vraiment été cool. Là. Justement, en plus, ça tombait durant le festival Le Gibla. Le soir, c'est le spectacle des deux frères. On a tout arrangé ça avec les deux frères. On est arrivé en surprise avec la coupe. Puis Nicolas sur la scène pendant le show. Il y avait 10 000 personnes. Regarde, c'était vraiment fou. Là. C'était le fun. Fait que, c'est souvent des petits concours de circonstances qui arrivent dans une vie que tu mets tout ça ensemble. Tu dis, hey, c'est donc bien cool, pareil. T'sais. Ça avait passé la semaine des 4 juillet. Je pense que Julie Oui. Snyder était là pour filmer, puis on voyait justement pendant le spectacle des deux frères. C'était pas mal cool. Fait que non, super anecdote, merci. Tu as parlé que, bon, tu fais hors-jeu depuis belle lurette à RDS, hors-jeu 2.0, c'est une institution. Quiconque a écouté la première mouture avec Paul Buisson, justement, sait à quel point c'était d'amener le côté très personnel, très friendly, spontané avec les joueurs de la Ligue nationale puis les athlètes professionnels comme ça. J'imagine qu'on n'a pas eu besoin de te tordre le bras trop fort pour que tu animes ça non plus. Non, tout à fait. Puis ça, c'est drôle comment c'est arrivé quand tu penses à ça. Tu sais, moi, Paul, on s'était rencontrés à quelques reprises, puis c'était drôle parce que lors de la toute première émission de Hors-jeu 2.0, j'avais montré une photo en ondes. Des fois, tu ne sais pas dans la vie. En 2004, quand André Roy a remporté la Coupe Stanley avec le Lightning, cet été-là, il y avait un événement à Sorel, le Parker Run de bateau. Et il avait invité Paul et son band, le groupe hors-jeu, à venir faire un spectacle en soirée. Donc, Paul était venu, puis il avait invité André, avec la réplique de la Coupe Stanley, à faire une parade de bateau à Sorel et tout ça. Bref, méchante histoire rocambolesque. Moi, je suis l'animateur de radio, je fais le show du retour, je suis là, je fais une entrevue avec eux autres, puis on prend une photo. Je suis dans le centre avec mon fils, mon plus vieux, qui aujourd'hui a 21 ans, et je le tiens dans mes bras. J'ai André Roy à côté de moi, puis Paul Buisson. Puis, c'était prémonitoire. C'est incroyable. Quand tu penses à ça, tu te dis, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Et je me rappelle que lors de cette entrevue, on m'avait dit, tu as 7 minutes pour faire l'entrevue. J'avais Paul et André. Finalement, j'ai fait 25 minutes sans. Là, j'avais dit à mon producteur, laisse faire les pauses, regarde, c'est bon, puis tout ça. Puis ça avait connecté Paul et moi, puis on ne se connaissait pas. Ça avait vraiment connecté. Tu sais, j'étais un gars un peu dans son style, là, tu sais, facile d'approche, puis un bon vivant. Puis André avait embarqué dans la discussion. Puis quand le projet est arrivé à RDS, puis ils ont approché André en lui parlant de moi, puis moi m'avais approché en me parlant d'André. André se rappelait de cette entrevue-là, puis m'avait dit « oh, je me souviens de ça ». Puis, ça faisait pas trop longtemps. C'est fou pareil, c'est arrivé comme ça. Et là, en 2000, en fait, là, c'est notre 10e année, donc on a commencé en 2012. En 2011, l'année avant que Hors-jeu 2.0 revienne en ondes, parce qu'il faut se rappeler qu'entre le décès de Paul et le retour d'Hors-jeu 2.0, il y a plusieurs années, puis c'était volontaire, parce que Paul a tellement marqué RDS, a tellement laissé sa marque. Je pense que la direction voulait à ce moment-là garder un espace-temps, parce qu'il est arrivé plein de gens au fil des ans qui ont proposé des émissions à la hors-jeu, puis ça a toujours été refusé. En 2011, en mars 2011, on m'approche avec RDS, m'approche avec Chantal Maccabé, Mario Tremblay et André Roy pour aller sur un voyage humanitaire en Afghanistan. Supporter les troupes, nos soldats canadiens là-bas. On se rappelle que c'est la guerre en Afghanistan et tout ça. Hey, moi, sur le coup, on me demande ça. Si tu penses que j'ai dit, t'es-tu malade? Je ne vais pas là. Je veux rien savoir de ça. Il n'y a pas question que j'aille là, mettre mes vies en danger. Je dis enfants. T'sais. André répond la même affaire. Tout le monde a répondu la même affaire. Finalement, on nous explique qu'annuellement, les Forces armées canadiennes organisent un voyage comme ça, invitent des anciens joueurs, des personnalités pour venir supporter les troupes, que c'est sécuritaire. On est encadré. On a un soldat par 2 civils, si tu veux. Puis, bref, c'est le voyage d'une vie. Puis, on reçoit, je pense, 12-13 vaccins avant de partir. Fin de l'histoire courte, j'y vais. Et André y va. André et moi, on ne se connaît pas. On se connaît par personne interposée. On s'était vu 2 fois. La fois à Sorel que je t'ai raconté à la radio, puis une fois dans le semi-pro, il était venu à un match à Laval avec Paul, puis moi, je coachais Sorel, puis il était au-dessus de notre banc, puis on s'était comme un peu en guirlandais à ce moment-là. C'est les 2 seules fois qu'on s'est rencontrés, André et moi. Et là, on se ramasse sur un voyage. André vient de prendre sa retraite, ça fait à peine 2 ans. En Afghanistan, on a passé 7 ou 8 jours là-bas.
Et là, j'ai fait des tournages pour l'antichambre. Et là, j'ai impliqué André. Puis là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait entre André et moi. Naturellement, ça a cliqué. Et le grand patron de RDS à l'époque, le président Jerry Frappier, qui est à la retraite aujourd'hui, que je salue s'il regarde le podcast, Jerry est avec nous autres là-bas. Lui, il a tout vu ça. Lui, il n'a pas dit un mot. Il ne nous a pas dit en Afghanistan, les gars, je viens d'avoir une idée, il n'a rien dit. Mais lui, il a tout vu ça. Puis là, André et moi, ça a vraiment cliqué là-bas. On a eu du fun, on a fait plein de choses ensemble, sans savoir que c'était pour débloquer à ça. Et là, quand on est revenu, l'été suivant, en fait, c'est au mois de mars, donc je te dirais quelque part au mois de juin, le téléphone sonne. Là, on me parle du projet d'Orjeu 2.0. André, même chose, on accepte les deux. Et là, il nous propose de faire une demi-saison à l'antichambre, parce que les gens oubliaient ça, là, mais dans le fond, l'an 1 de hors-jeu, c'était les vendredis soirs à l'antichambre. C'était la dernière demi-heure d'émission, ça s'appelait les vendredis hors-jeu 2.0. Puis là, on avait commencé à faire des tournages, des reportages, puis s'acclimater ensemble et tout ça. Et là, est arrivé dans l'été suivant, on vous donne un show, on essaye ça pour 1 an, puis voilà, bon, ça fait 10 ans que ça dure, puis ça marche au bout, puis on est des grands chums aujourd'hui encore, c'est génial. La pandémie nous a fait mal, là, parce que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses pour hors-jeu, même l'après-pandémie n'est pas simple non plus, mais on a fait des affaires quand même folles là-dedans, là. C'est fou toutes les choses qu'on a faites, là. Puis comment c'est de travailler avec André Roy? Parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est de la folie, tout ça, mais ça reste un professionnel. Là. Comment c'est de travailler au jour le jour avec lui? Il est pareil comme à la TV. Pareil? Aussi, souvent, le monde me dit Yann, t'es caneux, t'es le même gars qu'on voit à la TV, puis tout ça. Oui, moi, c'est comme ça. Mais André, c'est la même chose. En bon québécois, il est fou comme de la marde 24 heures par jour. Puis moi, je dis souvent la blague, puis j'avais dit à André, la première fois que j'avais dit ça dans les médias, je ne voulais pas qu'il le prenne mal, parce que c'était vraiment pas ça. Là. Mais tu sais, moi, j'ai mes gars, à l'époque, mes enfants étaient plus jeunes, je dis, moi, j'ai mes 3 gars à la maison qui déplacent de l'air, puis quand je passe à la route, j'ai mon grand bébé qui déplace de l'air. C'est tellement plaisant de travailler avec André. Écoute, il n'est jamais marabout, il n'est jamais de mauvaise humeur, il est toujours prêt à tout. Il ne dit jamais non. Des fois, puis moi, je dis tout le temps, André, c'est pas facile quand tu formes un duo, hein, en télé ou en radio, peu importe, en humour. Quand tu es un duo, il faut que chacun ait l'humilité de laisser la place à l'autre et de bien, je vais prendre un terme anglophone, de bien gager la situation parce que c'est pas toujours facile. Puis, moi, j'avais compris ça avec André, qui est une figure populaire au Québec, parce que c'est un ancien joueur, c'est un ancien batailleur, il a gagné la Coupe Stanley. Quand dans ces années où on se bagarrait dans la Ligue nationale, tout le monde l'aimait, puis encore aujourd'hui. Fait moi, j'avais dit à André, je vais toujours te laisser ta place, puis je vais embarquer dans tes folies. Puis, je pense que c'est ça la recette un peu qui a fonctionné, parce que des fois, il dépasse ses limites, puis on ne le met pas à TV, puis j'ai dit, ça c'est on va le couper. Mais 90% du temps, là, c'est ce que tu vois à TV, c'est ce qu'on a tourné. Puis avec André, c'est facile parce que c'est tellement un bon gars. Il est toujours de bonne humeur. C'est le fun au bout. Il y a toujours des histoires à raconter. Puis moi aussi, je suis un raconteur d'histoires. Fait que on a du fun. Puis je pense que la beauté de cette émission-là, les gens ne le voient pas, mais derrière la caméra, le producteur, le caméraman, qui sont toujours avec nous depuis 10 ans, c'est les mêmes personnes. Fait que quand on passe à la route, souvent, ce que je dis, c'est comme une petite équipe de hockey. C'est 4 mêmes gars, on part ensemble, puis on est habitués. On connaît nos défauts, on connaît nos points faibles, nos points forts et tout ça. Puis il y a 10 ans, on parlait de tout et de rien, puis de triper. Puis là, aujourd'hui, on parle de nos petits problèmes de santé qui commencent, puis nos petits problèmes on vieillit. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en Arizona, je faisais justement la blague aux gars. On parlait dans le truck, on avait un peu de route à faire, puis ça, c'est il y a 2 semaines. Puis là, un racontait, j'ai eu une petite chirurgie pour ça. Tu sais, on a toutes des petites affaires, rien de majeur. Puis là, j'ai dit, vous écoutez-vous parler? Si on arrive à 50 ans, là, avant, on parlait de nos week-ends à sortir à la discothèque, on va du fun. Là, c'est rendu qu'on se rencontre nos bobos. J'ai le travail de sortir un peu de Peppermint dans le on est parti à la rue, on fait des blagues avec ça. Mais c'est pour te dire à quel point qu'on est devenu un groupe tissé serré. Puis je pense que ça paraît à la télé aussi quand les émissions sont diffusées. Ouais, définitivement. Tu dis, André, il est comme ça dans la vraie vie. Moi, je l'ai reçu sur le podcast, puis il avait de la misère avec son Internet, fait qu'il n'arrêtait pas de couper. C'est devenu tellement une pièce d'anthologie. Je t'enverrai le lien pour que tu regardes ça, mais ça vaut à peine. Je te parle rapidement. Bon, la couverture du Canadien de Montréal, ça peut être le fun, ça peut être moins le fun. Le Canadien ne va pas si bien que ça encore une fois cette année. Est-ce que c'est plus difficile de suivre justement les activités du Canadien puis d'en parler quand ça va mal comme ça?
Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, quand le Canadien gagne, c'est le fun. Quand le Canadien perd, ça peut être le fun aussi. Parce que, tu sais, quand ça devient un long fleuve tranquille, les gens se désintéressent un peu. Tu sais, Mhm. là, puis il y a un terme en anglais pour ça, puis Guy Boucher, il a dit ça quand je parle comme ça. Tu sais, le hockey là, à Montréal, là, tu sais, c'est un soap opera aussi. Là. Tu sais, c'est pas juste la game, puis les tactiques, puis ça. À Montréal, au Québec, on aime ça, tu sais, de savoir que Carey Price est à la telle place, puis que l'autre sort avec tel. Tu sais, fait que moi, je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui rend que ça devient passionnant. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais quand un Canadien gagne trop, ben là, ça devient plus plate. Puis quand ils perdent trop, c'est pas mieux non plus. Fait que moi, je dis tout le temps, ça prend un juste milieu. Ça prend, tu sais, il faut peut-être des bonnes performances, peut-être des choses à raconter. Mais, tu sais, honnêtement, regarde, depuis 2008, je fais ça, là, puis il n'y a pas une saison que je peux te dire, Simon, hey, là, je t'aboute. Tu sais, il y a eu un peu l'an passé, vers la fin, là, qu'on était, on trouvait ça plus difficile, tout le monde, là, mais tu sais, là, on est dans un processus de reconstruction, donc les attentes sont moins élevées, les gens en sont conscients, ça nous permet de découvrir des jeunes, de voir aller des joueurs qu'on n'a peut-être pas la chance de voir aller actuellement. On a été chanceux, on a vécu une belle finale de la Coupe Stanley il y a 2 ans contre le Lightning. Ça a été une run incroyable pendant la pandémie. C'est fou là, cette année-là, là, puis c'est impensable. J'espère qu'on ne vivra plus jamais ça. Mais d'année en année, il y a toujours quelque chose. Puis là, on dirait quand ça devient tranquille que tout va bien, mais là, il claire le coach, il congédie le gérant. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec le Canadien. Puis c'est correct parce qu'ici, le monde vivent beaucoup pour ça. Puis ça fait partie de notre rôle en tant que média qui couvre les activités du Canadien d'élargir un peu la discussion. Moi, je dis toujours, c'est correct qu'on analyse puis qu'on prenne le temps de décortiquer, mais c'est le fun aussi de jaser un peu plus lousse de tout ce qui entoure tout ça. Puis les joueurs aujourd'hui sont plus ouverts à ça aussi qu'à l'époque parce que à cause des médias sociaux, puis des podcasts, là, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Là, puis c'était compliqué de faire une entrevue il y a 10 ans. Il fallait que tu ailles au studio, il fallait que tu ailles à l'aréna. Aujourd'hui, là, moi, comme je disais, j'ai appelé Anthony Beauvillier hier soir, bon, c'était une entrevue en jase, en direct, à la télé, en prime time. Il est dans les Caraïbes. Moi, je te Sorel, la régie, t'es à Montréal, Martin, t'es dans les Laurentides. Puis on a tout fait ça, puis ça a passé en direct, puis c'était clean. Puis, tu sais, même il y a 2-3 ans, tu pensais à ça, tu te disais, mais non, ça n'avait aucun bon sens. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, la pandémie, ça a apporté ça de bon. Au niveau de la technologie, ça nous a permis de constater qu'on est capable de faire plein de choses à distance, puis ça marche, puis ça fonctionne, puis les gens le consomment. C'est le fun des podcasts comme ça, tu sais, aussi, parce que ça te permet aussi de consommer ton produit, peu importe le moment de la journée. Effectivement. Faut que je te parle de la Ligue de hockey Midget 3. On a parlé brièvement tantôt, mais tu es à la présidence de cette ligue-là. Tu es là depuis 2015, si je ne me trompe pas. Là, c'est ma 5e année. Fait que d'après moi, c'est 2017. 2017. C'est quoi les défis qui t'ont attiré vers ça? Est-ce que c'est l'amour du hockey? Oui, certainement, mais est-ce que c'est le développement des jeunes aussi à travers tout ça? Ben, c'est un peu tout ça, tu sais. Il y en a fois qui est sûr, c'est pas à paye. C'est bénévole, puis c'est correct. En fait, 2 choses. Quand ils m'ont approché, moi, j'ai toujours eu des liens quand même avec la Ligue Midget 3, puis j'ai fait des matchs à la télé aussi pendant plusieurs années avec Gaston Terrien et tout ça. Donc, je connaissais les gens, puis j'ai toujours été très, très impliqué avec eux. Et quand on m'a approché, ma première réflexion a été la suivante. Tu sais, Yann, quand tu as commencé avec le Midget 3, avec la radio, puis le Midget 3, puis il y a des gens qui m'ont aidé, puis il y a des gens qui m'ont poussé, puis ils m'ont fait rencontrer. Ça m'a énormément. Je m'excuse, mon petit chien a quelqu'un à la porte. Et, c'est ça les podcasts. Il s'appelle Piqué en passant parce que quand on l'a eu, mes gars étaient plus jeunes, puis Piqué, c'était la grande vedette à Montréal. Fait que, il est plus vieux, mais OK. Et là, je suis en train de perdre le fil. Ah non, c'est ça, le Midget 3. Donc, pour moi, c'est important de redonner un peu à ceux qui m'avaient aidé. Puis j'ai dit, si je peux le faire avec peut-être ma notoriété, à RDS, ça aide un peu à ouvrir des portes puis à pouvoir pousser des gens. Ben, j'ai dit, pourquoi je ne le ferais pas? Donc là, ça, c'est la raison première. La deuxième,
Étant un gars de hockey, toujours été très impliqué, pour moi, c'est important de laisser une trace dans le temps qui va avoir servi à quelque chose. Donc, j'ai décidé de m'impliquer à fond. Je ne suis pas juste un président qui est là pour les photos, je suis très impliqué dans tous les dossiers, je siège sur plein de comités, j'ai négocié des contrats d'entente avec Hockey Québec directement parce que je veux qu'en bout de ligne, ça ait servi à quelque chose. Puis on est vraiment en train de bâtir quelque chose de formidable avec tout ça pour le développement. Puis je voulais un peu brasser, comme on dit, shaker le pommier un peu. Là. Je trouvais qu'il y avait des façons de faire dans le hockey au Québec qui étaient un petit peu dépassées. Puis c'est rien contre des individus. Là. Chaque époque, on a nos choses. Mais là, je trouvais que l'occasion était bonne pour moi d'apporter ma sauce ou ma couleur à ça. Puis là, je me suis fait prendre au jeu. J'ai tombé là-dedans. J'ai tombé en amour avec ça. Puis là, je tripe au bout. J'ai du fun. Écoute, l'année passée, je suis allé à la Coupe TELUS à Calgary supporter mon équipe du Québec. J'ai passé la semaine avec les cantonniers de Magog là-bas au complet, 7 jours de temps avec eux autres. J'ai vécu la déception de la défaite en prolongation, en finale, quasiment broyer avec les jeunes dans l'avion en revenant. Tu sais, regarde... mais c'est ça, je m'implique ou je ne m'implique pas. Puis là, ben, cette année, le championnat canadien est à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est nous, le Québec, qui l'organise au mois d'avril. Fait que c'est des beaux défis. Donc, c'est une façon de redonner au suivant, puis une façon aussi de laisser ma marque, puis de m'impliquer. Puis, on va se le dire aussi, j'aime ça. Là, je ne ferais pas ça, je ne ferais pas ça. C'est ça, exactement. Ça. Écoute, je sais qu'on est un peu limité dans le temps, fait que je te laisse sur cette dernière question-là. Je veux savoir, avec hors-jeu, tu as eu l'occasion de rencontrer des joueurs, tout ça, d'aller te promener un petit peu partout. 2 questions. Ça a été laquelle l'entrevue la plus marquante? Puis là, je sais que c'est dur de choisir. Puis, si tu avais pu faire une entrevue avec quelqu'un que ce ne sera pas possible, là, qui est soit décédé ou que, bon, ça ne fonctionnerait pas, ce serait qui? Et ça, c'est 2 bonnes questions. 2 très bonnes questions. L'entrevue la plus marquante dans ma carrière, faut que j'y pense. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Colin, faut que j'y pense un peu. J'en ai rencontré plusieurs, des personnalités marquantes, tu sais, puis pas juste à hors-jeu, là, j'en ai fait plein. Mais c'est quoi? Je pense que je vais te répondre, mais les gens vont être déçus. Parce que c'est pas quelqu'un de connu. C'est pas quelqu'un du monde du sport. Je t'ai parlé de mon voyage en Afghanistan. J'ai eu l'occasion de faire une entrevue là-bas avec un soldat ça faisait 9 mois qu'il était là-bas. Puis je te dirais que c'est, pour moi, Yannick Lévesque, c'était l'entrevue la plus marquante parce qu'il m'a vraiment shaké. Il m'a brassé, sans le savoir, là, sans le vouloir. Mais j'ai fait une entrevue, puis il m'a raconté un peu tout ce qu'il a vécu là-bas. Puis le gars, c'est un maniaque de sport. Puis il me racontait ses histoires. Puis il y avait toujours un lien avec le sport. Puis j'avais fait ça pour l'antichambre. Puis je me souviens, l'entrevue a duré à peu près une demi-heure. Puis tu sais, coup ramené au montage, ça a duré à peu près 7-8 minutes. Puis je me disais, écoute, quand j'ai terminé l'entrevue, j'avais de la misère à retenir mon souffle puis mes larmes parce que c'est venu me chercher tellement en dedans des sacrifices que ces gens-là font pour leur pays. Puis là, dans ce cas-ci, c'était pas seulement pour leur pays, tu sais, parce qu'ils ne défendaient pas le Canada, ils étaient là pour supporter le peuple afghan. Puis de tout mettre dans ta vie de côté, de partir, d'aller risquer ta vie au quotidien. Tu ne sais pas, tu peux te lever un matin et marcher sur une mine, là, puis c'est fini. Là, tu sais. Puis il m'a raconté des histoires et des choses là-bas, puis ça m'a tellement bouleversé. Ça, c'était l'entrevue pour moi dans ma carrière la plus marquante. C'est sûr que là, je pourrais arriver facilement avec plein d'autres personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai eu l'occasion de côtoyer, mais tu m'as demandé ma plus marquante. L'autre, c'est une personnalité que je n'ai jamais rencontrée, que j'aurais aimé faire une entrevue avec. Il y en a quelques-uns. Je voue une grande admiration à plusieurs grands de l'histoire sportive. Il y a des gens que j'aurais aimé rencontrer. C'est certain que Roger Federer, j'aurais aimé avoir l'occasion de faire une entrevue avec lui. Je ne l'ai même jamais rencontré en personne. En plus, on aurait pu la faire en français. Ça aurait été le fun. Il parle très bien français. J'ai eu l'occasion de rencontrer André Agassi. J'ai vu de grands athlètes. J'ai couvert 2 Jeux olympiques, donc automatiquement, j'ai croisé beaucoup de gens, là, les Jeux de Vancouver en 2010 et 2012 à Londres. Mais je te dirais, je pense que Roger Federer, ça aurait été quelqu'un
peut-être j'aurai l'occasion de le faire. Là. Il n'est pas décédé. Il y a du temps libre. Là. Ouais, il est juste à la retraite. Peut-être qu'à un moment donné, ça va donner. Mais tu sais, quand souvent les gens me posent la question, Simon, je vais me permettre là, de rajouter là-dessus. Tu sais, souvent les gens me disent c'est qui la personne la plus fun que tu as rencontrée ou tout ça. Puis quand je regarde dans ma carrière, là, ça fait quand même longtemps, depuis 1990, je suis dans les médias. Là, je te dirais que sur toutes les entrevues ou les personnalités que j'ai rencontrées, à 99 là, je vais me garder 1 là, parce que je suis même pas capable d'en nommer 5. Ce sont tous des gens très gentils, très sympathiques, très collaborateurs, très ouverts. Tu sais, dire j'ai rencontré quelqu'un, puis après dire hey, lui, là, ça m'est pratiquement pas arrivé. Oui, j'en ai quelques-unes, puis tu sais, je ne les nommerai pas, là, mais ça m'est arrivé. Mais quand tu regardes sur le lot d'entrevues que tu fais dans une année, puis tu multiplies ça par le nombre d'années, écoute, ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent. J'ai vraiment été chanceux. Je touche vraiment du bois parce que j'ai toujours eu la chance de collaborer avec des gens super agréables. Puis, tu sais, ce sont des athlètes, mais ce sont des humains avant toute chose. Puis, il y a toujours une histoire derrière, hein, des personnes. Mm-hmm. Fait que souvent, quand tu réussis à aller chercher ce petit côté-là, ben, les gens vont s'ouvrir un peu plus. Puis moi, comme je suis quelqu'un qui est assez facile d'approche, pas gêné, très ouvert, assez authentique, je pense que les gens le ressentent aussi. Fait que des fois, ça fait des bons matchs. Tu sais, des fois, ça fait des. Tu sais, puis regarde, tu viens de me faire penser à un autre, je vais t'en nommer un, que je sais qu'il n'aime pas donner d'entrevue, puis que, tu sais, il transpire beaucoup parce qu'il n'aime pas ça, puis il est nerveux, puis tout ça, puis il refuse tout le temps. Puis il avait accepté de faire avec nous autres. Raymond Bourque, l'ancien défenseur des Bruins de l'Avalanche. Raymond est installé à Boston, puis ça doit faire ça 4-5 ans à peu près. On est en tournage à Boston, puis ça faisait au moins 5-6 fois que j'allais à Boston, puis qu'on essayait d'avoir une entrevue avec Raymond, puis ça ne fonctionnait pas, puis pour différentes raisons. Et là, cette fois-là, il accepte. Et là, il nous reçoit à son restaurant, le Tresca, dans le petit quartier italien de Boston, qui est excellent, soit dit en passant. Si vous passez par là, allez manger chez Raymond, c'est très bon. Et Raymond arrive, on est assis à une table, puis je sais qu'il n'aime pas ça. Puis je sais qu'il ne veut pas que ça dure 2 heures. Mais là, il s'assoit, puis on commence l'entrevue. Puis moi, je dis avant de commencer, tu sais, Raymond, je sais que c'est pas ton sport favori, là, puis on va faire ça court, mais juste une... Puis là, finalement, on commence l'entrevue, puis au début, tu sais, il a chaud, puis je vois qu'il n'est pas confortable. Puis là, à un moment donné, je me mets à y parler de certaines choses là, que je savais que c'était pour aller le chercher un peu, puis... Et là, il est devenu détendu. Et là, il s'est mis à nous raconter des histoires et des anecdotes. Puis là, il est devenu comme confortable. Puis on a fait une entrevue qui a duré pas loin de 45 minutes. Puis là, après, il nous a emmenés dans les cuisines, visiter, rencontrer ses chefs cuisiniers, nous montrer sa cave à vin. Puis c'était pas prévu, là. Puis on a fait tout ça dans l'émission. Finalement, on a fait une émission complète avec Raymond Bourque. Ben, ça, c'est le genre d'entrevue qu'après, quand j'arrive à l'hôtel là, avec André, là, puis là, je dis, tu sais, aujourd'hui, on a fait notre job. Aujourd'hui, là, on a réussi à avoir quelque chose de super cool, super intéressant. Puis, tu sais, pour moi, Raymond Bourque, qui a marqué ma jeunesse, c'était un des plus grands défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale. J'ai la chance d'être assis à côté de lui dans son restaurant. On a pris des photos. Puis, je fais l'entrevue, tu sais, en dedans de moi, il ne faut pas que je l'extériorise, mais en dedans de moi, le petit cul de sereine, il capote, là, il a du fun au bout, il triple, il se pince. Puis à l'extérieur, tu as le gars qui est plus sérieux, qui anime à la télé, puis qu'il faut qu'il rende un produit intéressant, avec mon grand fou à côté qui lui fait des jokes, on saute steak, puis qui raconte des histoires, puis qui dit que lui a pris sa douche avec Raymond Bourque en haut des parce qu'il avait été repêché par les Bruins. Mais tu sais, tu mets tout ça ensemble, puis tu regardes le produit fini, puis on avait envoyé cette émission-là en nomination Gémeaux, puis tu fais comme « wow ». Puis c'est un moment magique. Puis j'ai rencontré Raymond 2 ans après dans un tournoi de golf, puis évidemment, il m'a reconnu, puis il a reconnu André, puis il se rappelait de l'entrevue, puis tu sais, « Hey les gars, j'aimais ça, c'était le fun, si vous passez par Boston, gênez-vous pas. » Ben, tant mieux, tu sais. Fait que des moments comme ça, magiques, il y en a plein, tu sais. Je pourrais te raconter des histoires. Il faut faire que tu me réinvites à un moment donné. C'est ça, j'allais dire. Il va y avoir un part 2, c'est sûr. Ah non, ben oui. Même avec André, là, les deux en même temps, là, on pourrait te raconter des histoires, des anecdotes de tournage. Il nous en est arrivé des histoires, une puis deux, là, des affaires en Bolesque, des Everglades. À un moment donné, on part en tournage, on est dans les Everglades avec un gars, un local, un gars de là qui n'a pas de dents dans la bouche. Puis là, on part sur le bateau. Puis là, hey, écoute, ça doit faire
20 minutes qu'on roule en hydroplane à full pin, on se promène, il y a juste des joncs, tu sais. Puis là, à un moment donné, le gars, il arrête le bateau, il arrête le moteur, puis il nous regarde, André, il dit, c'est bol. Puis lui, il décide de nous éventrer ici, puis il nous fait la messe. Puis là, la technique, elle s'est comme pas appris nous autres, mais on a eu comme un moment de, OK, là, on est vraiment au milieu de nulle part. C'était super correct. Il voulait juste nous montrer comment se faire un plaster avec une plante. Jamais il t'arrive une bad luck dans les everglades. Puis là, il nous ramène ça, puis il nous amène dans son shack. Puis là, on débarque, on arrive au bateau, puis tu sais, il faut que tu sautes, il n'y a pas de quai. Fait qu'il y a de l'eau, puis il y a la berge. Puis là, il faut que tu sautes. Puis le gars, il dit, manque pas ton coup parce qu'il y a des alligators. Ouais. Tu sais, André, c'est pas pire, 6 pieds 4, c'est un athlète, il vient de prendre sa retraite. Hey, moi, le petit gros de service qu'il faut qu'il jump. En tout cas, méchante histoire, mais je pourrais t'en raconter plein comme ça pour avoir bien du fun. On fera ça avec André, tu nous inviteras les deux. Parfait, puis on s'arrangera pour qu'il aille chez vous parce que son Internet n'est pas vraiment bon. Je te confirme ça. Merci beaucoup, Yannick. Puis ça, l'invitation est lancée, c'est certain, on refait ça. Merci d'avoir pris le temps de me jaser. On peut justement te voir à On Jase. C'est diffusé sur RDS, mais aussi sur Facebook, si je ne me trompe pas. Et oui. Hors-jeu 2.0, encore une fois. Et est-ce que tu produis encore l'antichambre? Non, là, je m'occupe plus de... Je l'ai fait pendant des débuts là, de 2008 jusqu'à l'an passé. Là, je commençais à manquer de temps un peu. Je suis encore impliqué quand même avec eux, là, mais plus sur une base quotidienne. On a monté une belle équipe, puis ils ont pris la relève, puis c'est correct. J'avais besoin de nouveaux défis aussi là, de production. J'ai ma boîte de production aussi que j'ai parti, là, les productions du survenant, donc je fais beaucoup de contrats aussi à l'extérieur et tout ça. Donc, ça me permettait là, de toucher à d'autres choses. Puis On Jase sur une base quotidienne est venu vraiment changer ma façon d'organiser mes journées, parce qu'avant, tu sais, dans le chambre, je travaillais de soir, je me couchais tard, me levais tard, là, c'est le contraire, tu sais, je me lève tôt, je me couche un peu plus tôt, quoi que le passé, mais, tu sais, ça fait que c'était difficile à conjuguer quand tu fais un show à midi en direct, puis qu'il y en a un autre heure ou 10h30 le soir en direct, là, ça devenait compliqué, mais c'est une super expérience l'antichambre pendant toutes ces années-là, puis cette année, ils vont au mois de mars, ça, c'est la 3 millième émission, c'est quand même incroyable, là. Wow. Quand tu penses à ça, là, qu'on est parti ce show-là en 2008, je me souviens de la date, le 3 novembre 2008, première émission de l'antichambre. J'étais là du début jusqu'à l'an passé, en fait, jusqu'en 2021. Donc, ça aussi, ça a été très, très marquant dans ma vie. Puis j'ai fait des belles rencontres à l'antichambre également. C'était le fun. Ben, on encourage tout le monde à aller à regarder tes émissions, mais aussi à aller voir des matchs de la Ligue Midget 3A de hockey parce que on encourage les talents, la jeunesse, tout ça qui pousse les futurs stars de demain, puis belle implication de ton côté. Donc, on encourage le monde à aller voir des matchs dans les arénas un petit peu partout au Québec. Ben, merci Simon, toujours un plaisir. Merci Yannick, puis ce n'est que partie remise, là, on s'organise quelque chose avec André. On remet ça. Merci Yannick. Salut. Vous avez des idées de grandeur pour votre demeure? C'est Saint-Louis Rénov' qu'il vous faut. Situé dans la belle région de la Petite-Nation en Outaouais, c'est l'expert pour vos salles de bain. Saint-Louis Rénov' est à l'écoute de vos besoins, de vos projets, mais surtout de votre budget. Des services professionnels pour réaliser vos rêves de rénovation. Patrick Saint-Louis, 819-923-1605. Par courriel au st-louis.rénov@hotmail.com. Suivez-nous sur Facebook pour voir toutes nos réalisations. Pour vos petits ou grands projets, Saint-Louis Rénov', c'est gage de succès.